Ah, ça doit être bon. Oui. Oui, je vous écoute. On va y... Oui, alors terminé. On va y revenir. Hein. On va y revenir en détail, et puis on va y revenir avec des petits schémas que je vais vous projeter au tableau pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Est-ce que tout le monde a bien vérifié que le décompte des points correspondait à votre note? Vous savez que ça m'arrive d'oublier. Voilà, pendant que vous faites ça, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne année. Hein, et vu le contexte, une bonne santé aussi, ça peut servir. Et donc, on va, suite à la question de votre camarade, enfin pas suite à la question de votre camarade, mais quelque part dans la même idée que la question de votre camarade, on va en fait faire une séance de cours hein, sur les orbitales atomiques. Donc ça va permettre de revoir les choses. Voilà, est-ce que j'ai oublié des points à quelqu'un? Non, c'est bon? Donc pour ceux qui auraient plus de 20, je ne sais plus, 2, 3, je ne suis pas sûr, hein, les points supplémentaires sont reportés sur les notes d'après. Oui, parce que le devoir devait être sur 21,5 ou quelque chose comme ça. Voilà, sans que ça change quoi que ce soit sur vos notes. Hein. Les notes que vous avez sont celles qui, elles y sont déjà d'ailleurs, je crois, sur Pronote. Voilà. Alors, je vous rappelle que la structure est l'objectif de ce qu'on est en train de faire. On est en train d'étudier les atomes. On a déjà vu l'idée d'atome, c'est-à-dire la plus petite partie possible de la matière, donc le constituant fondamental de la matière. Et quand je dis fondamental, c'est pas très très bon, puisqu'on a vu que l'atome pouvait lui-même se séparer en 3 entités, les électrons, les neutrons et les protons. Donc les vrais constituants fondamentaux de la nature, c'est les électrons, les protons et les neutrons. Quelque part, tous ici, que ce soit vous, moi et puis le matériel, on a une espèce de gros sac de protons, de neutrons, d'électrons qui sont combinés de manière un peu différente, ce qui fait les différentes propriétés qu'on peut avoir. Ça, voilà, c'est la base. Sachant qu'il y a un grand nombre de milliards de molécules différentes, mais on en a parlé, il n'y a que 118 atomes différents qui sont regroupés dans un tableau que vous avez vu certainement au collège, qu'on appelle le tableau périodique hein, ou tableau de M. Mendeleïev, puisque c'est lui qui a eu l'idée en premier. Ce tableau, je vais vous en donner un exemplaire, mais pas tout de suite, hein, de manière à ce que vous puissiez l'avoir à chaque fois qu'il y aura un contrôle. Alors, mais on en parlera plutôt la semaine prochaine. Donc, 118 atomes dont les combinaisons différentes permettent de rendre compte de tout l'état de la matière qui existe. Et donc, la question qui va se poser et qu'on va commencer à résoudre aujourd'hui, c'est finalement, pourquoi les atomes se combinent? J'ai des atomes, d'accord, mais ils sont très bien tout seuls. Pourquoi est-ce qu'ils font des molécules? Et donc, la réponse à cette question est en partie dans ce que l'on étudie, c'est-à-dire la structure électronique des atomes. On a vu que les électrons tournaient autour des atomes. Ce que l'on va voir dans ce chapitre que l'on a commencé, c'est comment ils tournent. Parce que la manière dont ils sont répartis autour des noyaux, c'est ça qui va faire que certains atomes vont faire des molécules, d'autres pas. Certains atomes vont faire des ions positifs, certains atomes vont faire des ions négatifs, et un petit nombre d'atomes ne feront jamais rien. Et tout ça, c'est lié à la manière dont les électrons sont répartis. Donc, on a commencé le cours que vous avez noté et sur lequel, manifestement, il y a quelques questions. Où est-ce qu'il est ? Alors, vous vous souvenez qu'il est totalement impossible de faire un schéma à l'échelle. Parce que quand on vous dit que les atomes sont une sphère, que le noyau est au milieu et que les électrons tournent autour, ça ne rend pas compte de la réalité. Ça, c'est des valeurs numériques dont je vous ai dit qu'il fallait que vous les ayez en tête. Un atome,
son diamètre moyen, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres. Un noyau, son diamètre moyen, c'est à peu près 10 puissance moins 15 mètres. C'est-à-dire que si ça, je voulais me faire un schéma à l'échelle et que je dessine le noyau comme ça, le premier électron, il est à l'Intermarché, là où il y a le croisement entre la fin de la Boisse et le début de Montluel, là où il y avait l'ancien immeuble de gendarmerie. C'est-à-dire que ça, c'est ici, et ça, c'est au croisement là-bas. Et entre les deux, il n'y a rien. Et attention, hein, quand je dis rien, ce n'est pas de l'air, c'est du vide. Et vous vous rappelez, la définition du vide, c'est quand il n'y a pas de matière du tout. Donc entre là et là, il n'y a vraiment rien du tout. Quand vous avez peut-être entendu cette phrase-là, mais quand on vous dit qu'on est constitué à 99% de vide, c'est une grosse erreur. On est constitué à 99,99999% de vide. Et si je prends la Terre et que je la compacte en enlevant tout le vide, et en compactant les électrons sur les protons, etc., et donc je mets vraiment que la matière, en gros, on rentre la Terre là-dedans. Vous voyez ? Donc on est sur quelque chose qui est vraiment très étendu, même s'il y a peu de choses dedans. Donc ça, comme je vous le disais, c'est le noyau. Et je vous ai fait écrire, hein, puisque vous l'aviez dans la vidéo, j'espère que vous les avez bien notées, les règles de Pauli. Parce que le premier qui est travaillé vraiment dessus de manière importante, c'est M. Pauli, et il a regardé comment étaient constitués les électrons, en étant bien d'accord que le mot « regarder » n'est pas bon. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, un atome 10 puissance moins 10 mètres de diamètre, il n'y a pas un microscope qui vous permet de voir ça. D'ailleurs, le terme microscope vient de micromètre. C'est-à-dire un microscope, ça vous permet de regarder au maximum quelque chose qui fait 10 puissance moins 6 mètres. Là, vous avez quelque chose qui fait 10 puissance moins 10 mètres. Donc 10 000 fois plus petit que ce qu'un microscope est capable de voir. On n'a jamais vu un atome, je vous en ai déjà parlé, hein, et encore moins les électrons, surtout que les électrons tournent très très vite. Et ils tournent sur des orbitales qui font à peu près 10 puissance moins 10 mètres. Hein. Ils font 10 puissance 14 tours par seconde. 100 000 milliards de tours par seconde. Ça va très très vite. Ça va de l'ordre de 1 km par seconde. Sur quelque chose qui fait 10 puissance moins 10 mètres. Vous voyez ? Donc, on ne les a jamais vus. Et je pense, même si je peux me tromper, qu'on ne les verra jamais, pour des raisons concrètes. C'est tellement petit, ça va tellement vite. Par contre, on peut faire des expériences qui nous permettent de dire à peu près comment tournent les électrons, et donc à peu près où ils sont situés. Et la première remarque, alors je termine ce que je suis en train de dire, puis je vous donne la parole après. La première remarque de M. Pauli, c'est de s'apercevoir que ce n'était pas un joyeux désordre. Les électrons, ils ne tournent pas n'importe où. Donc ce que je vous donne, c'est le modèle de M. Pauli et le modèle de M. Bohr. Il est assez ancien, mais il a l'avantage d'être assez précis. Et donc, l'idée, c'est que les électrons tournent autour du noyau à une distance qui est toujours la même. Mais ils tournent en 3 dimensions. Donc, bien évidemment, quand je dessine sur le tableau, ça fait des cercles. Mais en réalité, ça fait des sphères. En étant bien d'accord qu'il n'y a pas de cercle ou de sphère. C'est simplement parce que l'électron tourne et qu'il tourne toujours à la même distance que si je pouvais regarder cet électron, ces mouvements de rotation dessineraient une sphère. Et donc, ces sphères-là sont réparties. Il y en a entre 20 et 22 par atome. Et elles sont réparties à des distances qui sont assez précises du noyau. Mais c'est des distances qui sont différentes à chaque atome, puisque tout simplement, le noyau de chaque atome est différent des autres. Les noyaux d'hydrogène, il y a un proton, donc c'est un petit noyau, mais le noyau du plomb, il y a 82 protons et 140 neutrons. Donc c'est un plus gros noyau. Donc comme c'est un plus gros noyau, bah forcément les orbitales sont plus loin. Voilà sur l'idée générale. Donc, mademoiselle Lagrue. Alors, on travaille de manière indirecte. C'est-à-dire que les électrons sont chargés négativement. Donc, comme ils sont chargés négativement, je peux jouer avec les forces électriques pour savoir où ils sont. Quelque part, si je travaillais, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ils sont là. Vous voyez ? Je peux travailler avec des aimants. Partout là. Et je peux quelque part dire que je ne sais pas trop où est l'aimant.
mais je rapproche quelque chose, et je dis, ah, là, il doit y avoir un aimant, puisque ça fait bouger mon détecteur. Donc, je travaille de manière indirecte. Alors, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas la même taille, mais c'est la même idée. Donc, voilà comment on s'y retrouve. Alors, après, je répète, hein, le modèle que je vous donne, il a un siècle. C'est le modèle de Monsieur Bohr, c'est en gros 1910. Il y a des modèles qui sont bien sûr beaucoup plus précis. Par contre, ils sont beaucoup plus compliqués, notamment au niveau mathématique. Et ils apportent bien sûr plus de précision. Mais l'écart de précision entre ce modèle-là, simple, de M. Bohr, et les modèles plus compliqués de ce qu'on appelle la mécanique quantique, c'est de l'ordre de 5%. Et donc les 5% de précision supplémentaires ne justifient pas de prendre un modèle aussi compliqué en seconde. Donc on va travailler sur ce modèle un peu simple, et puis ça ressemble un peu à un système solaire. C'est des choses qu'on a un peu l'habitude de voir et de visualiser. C'est un côté pratique. D'autres questions là-dessus? Alors, voilà, il y a des orbitales. C'est pas forcément il y en a entre 20 et 22. Sur ce que j'ai vu, c'est pas forcément les gros atomes qui ont 22 orbitales et les petits qui en ont 20. C'est vraiment reparti assez aléatoire dans les 118 atomes. L'atome d'hydrogène qui est le plus petit, il a 22 orbitales. Et l'atome de tungstène, je crois, on n'a que 21, alors qu'il a 79 protons. Mais bon, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que finalement, quelque part, les électrons ont entre 20 et 22 possibilités pour tourner. Pour les repérer, ces orbitales électroniques, on leur a donné un symbole et un numéro. Le numéro, c'est simple. On est parti de l'orbitale la plus proche du noyau et on a dit que c'est la première orbitale. Donc on lui a donné le numéro 1. Deuxième orbitale, troisième orbitale, quatrième orbitale. On en a déjà un peu parlé, mais quand en physique on met des chiffres, en chimie aussi c'est pareil, encore que là, pour moi on est dans la physique. C'est qu'on va faire quoi avec ces chiffres, à votre avis? Oui? Ouais, c'est ça. Quand on met des valeurs numériques, c'est sûr, c'est pour faire des calculs derrière. Et on le verra avec les règles de Pauli. Mais quand on veut faire autre chose que des calculs, et donc quand on veut parler des orbitales, on leur a donné un symbole sous forme de lettres. C'est-à-dire que l'orbital numéro 1, on l'a appelé couche K. L'orbital numéro 2, orbital L. Orbital numéro 3, M, etc. Et on va dans l'ordre alphabétique. Alors je vais vous faire la remarque que je fais tous les ans sans que ça ne serve pas à grand-chose. Si quelqu'un peut me trouver pourquoi on commence à la lettre K, là ça m'intéresse. Ça fait plus de 40 ans que je cherche, j'ai toujours pas trouvé. J'ai eu la chance d'être en contact avec des gens qui étaient des chercheurs, etc. Ils n'en savent pas plus que ça. C'est une habitude qui a manifestement été prise il y a très longtemps et on ne sait pas pourquoi. Ben, si quelqu'un trouve, ça m'arrange. Ça m'intéresse beaucoup. Oui? Oui. Alors, sur le fond, mademoiselle Pont, sur le fond, de toute manière, on ne dépassera pas la quatrième orbitale. Et même pour être tout à fait juste, on va s'arrêter à la troisième orbitale complète. Donc, ce qui après ne pose pas trop de problème, sauf éventuellement pour une petite question de calcul. Voilà. Deuxième chose qui est très importante, c'est la répartition des électrons. Là aussi, ce n'est pas un joyeux désordre. Les électrons, alors, je ne vous donne pas ce ne sont pas des lois proprement dites, ce sont des observations expérimentales. Monsieur Pauli a remarqué que dans les atomes, c'est comme ça que ça se passait. Et pour être tout à fait juste, même ceux qui ont bac plus 18 ici, on sait très bien expliquer l'atome d'hydrogène. Donc le premier, avec son électron. On sait bien expliquer l'atome d'hélium, avec 2 électrons. Rien que déjà l'atome de lithium, on ne sait plus faire, avec ses 3 électrons. Donc c'est pour ça qu'on a remarqué des choses, et on les a compilées, c'est les règles de M. Pauli, qui disent comment sont répartis les électrons autour du noyau dans l'état stable de l'atome. On peut aussi avoir un état non stable. Mais à l'état naturel, les électrons sont répartis autour du noyau en fonction des règles de Pauli. Et je vous ai donné 5 règles de Pauli qu'on avait tout juste commencé à expliquer dans le cadre du dernier cours. Auparavant, une dernière petite chose sur le mouvement de ces électrons, M. Pauli s'est aperçu que, aussi que ça puisse paraître, les électrons tournent en petit nombre tout seuls, on parle d'électrons célibataires,
mais très fréquemment, les électrons tournent 2 par 2. Pourquoi est-ce que ça surprend énormément de monde? Tout simplement, vous vous souvenez, hein, les électrons ont une charge négative. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu étudié l'électricité au collège, mais les charges négatives et les charges positives s'attirent, mais les charges négatives se repoussent. Donc, avoir 2 électrons qui sont côte à côte, c'est déjà pas naturel, mais avoir 2 électrons qui restent côte à côte et qui bougent de manière synchrone, c'est franchement surprenant. Alors, avec tout un tas de travaux de recherche et beaucoup d'approximations, on a une petite idée du pourquoi, hein, mais ça reste encore une vraie surprise. Donc, soit les électrons ils sont tout seuls, soit ils sont 2 par 2. Une des règles de Pauli vous explique quand est-ce qu'ils sont tout seuls et quand est-ce qu'ils sont 2 par 2. Voilà, on était à peu près arrivé là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Les exercices que vous allez avoir, c'est des dessins. C'est-à-dire que je vous dirai, voilà, il y a tel atome. On fera comme on a fait dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire je vous demanderai la composition des atomes. Vous me trouverez donc le nombre d'électrons qu'il y a dans un atome donné. Je ne sais pas, je dis au hasard l'atome de silicium. Hein, Z égale 14, donc il y a 14 électrons. Et je vous demanderai comme question postérieure après, hein, de dire, dessinez-moi l'atome de silicium. Et donc c'est ce qu'on va faire là. On va illustrer les règles de Pauli pour voir comment elles fonctionnent en dessinant les atomes. Donc on va voir une bonne dizaine d'atomes. Je ne vais pas vous demander de dessiner les 10. Je vais vous demander de dessiner les plus importants. Voilà, alors première règle de Pauli qui vous disait que, alors que je ne me trompe pas d'endroit, la couche numéro X contient au maximum 2x carré électrons. Attention, dans 2x carré, je prends x, je le mets au carré, et ensuite je multiplie par 2. Donc le carré ne porte pas sur le 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans un premier temps? Ça veut dire que chaque orbitale a un nombre maximum d'électrons qu'elle peut mettre. Et la formule qui est ici vous dit combien on peut mettre d'électrons dans une orbitale donnée. Après, il suffit tout simplement d'appliquer la formule. Si je prends la couche K, on le voit ici, la couche K par définition, c'est la numéro 1. Donc ça veut dire que dans ma formule de la première règle de Pauli, quand je vous dis que la couche numéro X vaut 2x au carré électrons, ça veut dire que pour la couche K, j'ai X qui est égal à 1. Et donc quand j'applique ma formule, 2x au carré, ça fait 2 que multiplie 1 au carré, et 2 que multiplie 1 au carré, ça fait 2. Autrement dit, dans l'orbital K, on pourra mettre un maximum de 2 électrons, mais pas plus. Est-ce que c'est compris sur l'idée? Oui? C'est à peu près clair? On va continuer les exemples. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler essentiellement sur les 3 premières orbitales. Donc, regardons les 3 premières orbitales. La deuxième orbitale, c'est l'orbitale L, qui vous dit que c'est l'orbitale numéro 2. Donc, x est égal à 2. Et si x est égal à 2, quand j'applique ma formule, 2x au carré, ça fait 2 que multiplie 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Autrement dit, sur l'orbitale L, je peux mettre 8 électrons au maximum. Première chose, ce n'est pas proportionnel. Pour l'orbital numéro 1, j'en mets 2. Pour l'orbital numéro 2, je mets 8 électrons. Je le savais que ce n'était pas proportionnel. Comment je le savais? Oui, ma formule. Si j'ai un carré, par définition, ce n'est pas une proportion. Une proportion, vous vous rappelez, c'est quand les deux sont dans un rapport de proportion. C'est-à-dire avec une fonction x tout simplement. Voilà pour mon orbital 2. Et donc, la dernière orbitale, l'orbitale M, c'est la couche numéro 3, c'est-à-dire que x est égal à 3. 2x au carré, ça vous fait 2 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Donc, sur l'orbital M, au maximum, je mets 18 électrons. Ça a l'air de rien, hein, mais sur mes 3 orbitales, je peux mettre 28 électrons au total. 2,
plus 8, 10, plus 18, 28. Et puis effectivement, ensuite, on ira à 32, puis ensuite, on ira à 50, etc. Finalement, mes 118 électrons, mes 118 atomes, dont le plus gros contient 118 électrons, je n'ai pas besoin d'avoir un orbital. Hein. À partir de la 6e orbitale, j'ai fini. Donc les autres orbitales, quelque part, spontanément, elles ne contiennent pas d'électrons. Il peut y en avoir, parce que là, je vous parle de l'atome à l'état naturel. Je peux mettre l'atome en état hors naturel. Mais, une question, monsieur Moreza? Non? C'est bon? Voilà pour la première règle de Pauli. Des questions? Non, c'est bon? Alors, on va illustrer les autres règles en prenant les atomes, en commençant par les petits atomes. On va construire les atomes et en montant sur les plus gros atomes. Alors, voilà. Je dois reconnaître une certaine paresse qui fait que pour me simplifier la vie dans le PowerPoint avec ma dizaine d'atomes, j'ai pris qu'une seule image d'atome, celle-là, avec les 3 premières orbitales, parce que je savais que la 4e, j'en aurais pas besoin. Mais concrètement, pour mon premier atome, j'ai pas besoin de ça. Hein. Alors, le premier atome, le plus petit, comment je le dessine? Eh bien, le plus petit atome, c'est l'atome d'hydrogène. Atome d'hydrogène H11, j'espère que tout le monde se souvient bien. Ça veut dire que A est égal à 1, et ça veut dire que Z est égal à 1. Et comme Z, c'est le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons, du coup, dans mon atome d'hydrogène, j'ai un électron. C'est clair, il va tourner tout seul. Où est-ce que je le mets? Deuxième règle de Pauli. Les électrons vont toujours chercher à être le plus proche possible du noyau. Et c'est normal, puisque le noyau est chargé positivement et que les électrons sont chargés négativement. Donc le positif et le négatif ont tendance à s'attirer. Donc l'électron va chercher à aller le plus proche possible du noyau. Oui. Alors, sur le fond, vous avez raison. C'est que, ouais, la majorité du temps, les orbitales ne sont pas utilisées. Après, n'oubliez pas, je veux dire, les orbitales ne sont pas quelque chose de physique présent. C'est juste des endroits où, enfin, ça manifeste les endroits où les électrons vont tourner si on les y envoie. Et donc, là, pour l'atome d'hydrogène, il y a 22 orbitales parce qu'on l'a vu, mais il n'y en a qu'une d'occupée. Donc, c'est vrai qu'il y a 21 positions qui ne nous serviront pas quand l'hydrogène est en état naturel. Par contre, je peux très bien avoir l'atome d'hydrogène dans un état non naturel. C'est pas compliqué, on lui donne de l'électricité, on lui donne de l'énergie. Bref, on fait monter petit à petit mon électron jusqu'à ce qu'on ionise l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on finisse par arracher l'électron. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait 22 orbitales possibles. C'est-à-dire je donne un peu d'énergie à mon hydrogène, paf, il va passer d'une orbitale à l'autre. Et comme je note avec mes expériences qu'il est un peu plus loin du noyau qu'à l'état naturel, je dis tiens, ça c'est la 2e orbitale. Puis je redonne encore un peu d'énergie, vous voyez. Et puis je fais monter mon électron petit à petit, et à chaque fois, je regarde où est l'orbitale et combien il y en a. Et c'est comme ça qu'on a fait avec les autres atomes. Alors, je simplifie à l'extrême, hein, mais l'idée c'est ça. D'autres questions? Donc je reprends mon idée. Première règle de Pauli, la couche K, enfin bref, ça c'est fait, c'est les calculs. Deuxième règle de Pauli, les électrons vont toujours se placer le plus proche possible du noyau. Et ici, le plus proche possible du noyau, ce serait sur quelle orbitale? La 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire mon électron? Mon électron, il va se mettre là. Et puis il va tourner. Et puis s'il ne se passe rien, pendant 10 milliards d'années, il va tourner. Plus exactement, pendant 13,5 milliards d'années, il a tourné tranquillement là-dedans. Et puis voilà. Si après il fait une molécule, si on lui donne de l'énergie, ça change. Mais autrement, ça tourne comme ça. En termes de représentation, 2 choses. Vous allez me dessiner cet atome-là, mais bien sûr, sans les 2 orbitales qui servent à rien. Juste le noyau, l'orbital K et puis l'électron. L'électron, il fait 10 puissance 14 tours par seconde. On ne sait pas où il est.
C'est pas possible. Et puis même si on savait où il est à un moment donné, il bouge sans arrêt. Donc moi j'ai pris l'habitude de mettre les électrons à des endroits déterminés. C'est juste une habitude personnelle. Si vous, dans votre dessin, l'électron, au lieu de le mettre là, vous le mettez là, c'est vraiment pareil. Donc vous embêtez pas trop. La seule chose qui va être importante, c'est quand on va avoir plusieurs électrons pour voir où ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les cercles. Vous embêtez pas à prendre un compas. Parce que si vous faites des cercles avec un compas, ce sera certes plus joli, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et je pense au contrôle, ou dans le prochain contrôle, vous aurez des atomes à dessiner. Si vous commencez à prendre le compas, etc., ça va vous prendre plus de temps qu'il est nécessaire. Et donc, ça va vous empêcher d'aller plus loin dans le contrôle. Donc, prenez l'habitude de dessiner vos cercles à main levée. Et puis, si vos cercles, ils ne sont pas vraiment circulaires, c'est pas grave. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va étudier l'atome de potassium, comme moi, je dessine les cercles, ils ne sont pas parfaitement circulaires. Ce n'est pas un problème. Ne faites pas un carré, il ne faut pas exagérer non plus. Mais vous faites les cercles à main levée, et puis ça ira très bien comme ça. Vous me prenez le premier atome? Donc mettez bien que c'est l'atome d'hydrogène, H11. Pour le reste, ce n'est pas une obligation. Écrivez-moi hydrogène H11, et puis faites-moi le dessin, sans mettre les deux orbitales inoccupées. Voilà, faites-moi ça rapidement à main levée parce que vous allez avoir 5 ou 6 atomes à dessiner. Oui? Non, juste la couche K, ça suffit. Les orbitales, alors on parle soit d'orbitales électroniques, soit de couches électroniques. Donc voilà ce que signifie la deuxième règle de Pauli. Je place mes électrons toujours le plus proche du noyau. Ça y est, c'est bon pour tout le monde? Alors, je vais continuer dans l'illustration des règles de Pauli avec l'atome suivant. L'atome suivant, c'est l'hélium. Donc l'hélium, celui-là aussi vous allez le dessiner, He42. Par exemple, mademoiselle Cosco, est-ce que c'est suffisamment gros pour être visible? L'hélium, je le redessine ici. Voilà. Donc ça veut dire que A égale à 4, et ça veut dire que Z est égal à 2. Autrement dit, avec mes formules, j'ai mal écrit mon truc. Je le mets un peu plus là. En fait, quelque part, sur la structure électronique des atomes, je m'en moque. Il n'y a que Z qui m'intéresse. C'est Z qui me donne le nombre d'électrons. Donc là, j'ai 2 électrons à placer. La première règle de Pauli me dit que la couche K peut contenir au maximum 2 électrons. La deuxième règle de Pauli me dit que les électrons se placeront toujours le plus proche possible du noyau. La combinaison de ces deux règles me dit que les 2 électrons, je vais les mettre sur la couche K. Autrement dit, je vais complètement remplir la couche K tant que c'est possible. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si j'ai ça, c'est-à-dire 2 électrons que j'appelle célibataires, ou si j'ai ça, c'est-à-dire est-ce que mes 2 électrons sont collés l'un à l'autre. Ça, c'est la 5e règle de Pauli.
qui vous dit que tant que ma couche ne dépasse pas la moitié du remplissage, les électrons sont célibataires. Et puis quand je commence à remplir la deuxième moitié de ma couche, je commence à faire des doublés électroniques. Là ici, la moitié de la couche, c'est un électron. C'est sûr qu'il est tout seul. Mais la cinquième règle de Pauli me dit que quand je finis de remplir ma couche, je n'ai que des doublés électroniques. Donc en fait, la cinquième règle de Pauli me dit que si le premier électron est là, le deuxième électron, il est juste à côté. Ça forme un doublé électronique. Et quelque part, comme si la couche K, la première, et qu'elle contient 2 électrons, et qu'on va avoir plein d'autres atomes à dessiner, et que tous les autres atomes ont plus que 2 électrons, bah finalement, dans ma couche K, je serai toujours comme ça. Quels que soient mes atomes, les 2 électrons de la couche K seront toujours sous forme de doublé. C'est clair cette histoire d'électrons célibataires et de doublé électronique? Oui? On va illustrer ça aussi à partir d'autres exemples. C'est bon, vous me l'avez dessiné, cet atome d'hélium? Pour ceux qui connaissent un petit peu, l'hélium, c'est un corps gazeux. C'est celui dont on sert pour remplir, vous savez, les ballons gonflables. C'est celui, si jamais vous en respirez un petit peu, vous avez la voix qui monte un peu vers l'ému. Enfin, un peu cassé, je ne sais pas trop comment caractériser ça. Une fois que j'ai dessiné l'hélium, je continue avec l'atome de lithium. Donc je dessine ici. J'ai donc A égale à 7, mais je m'en moque, mais surtout, Z égale à 3. Ça veut donc dire que j'ai 3 électrons. Oui, le lithium aussi, vous allez le dessiner. En fait, vous allez me dessiner les 4 premiers. Puis ensuite, on ira un peu plus vite. Parce qu'à chaque fois, j'utilise une nouvelle étape des règles de Pauli. Alors, je vous laisserai 3 minutes pour dessiner l'atome de lithium. Mais ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit bien attentif. Ce n'est pas le dessin qui est important, c'est les explications. Donc, mon lithium, j'ai 3 électrons. L'application, la deuxième règle de Pauli, dit que sur les 3 électrons, le premier est ici. Ensuite, le deuxième électron, il vient là avec le même argumentaire que celui de tout à l'heure. C'est-à-dire que la couche K contient 2 électrons maximum. Et donc, comme le dit la cinquième règle de Pauli, quand la couche est remplie, j'ai que des doublés. Et là, la couche est remplie. Puisqu'on a vu que la couche K contenait au maximum 2 électrons. Donc, si j'ai 3 électrons à placer, le troisième, je vais le mettre où? Eh ben ouais, je vais le mettre au-dessus. Donc, mon troisième électron, je le mets ici. Toujours pareil, hein. Si vous voulez le dessiner là, vous le dessinez là, je m'en moque. C'est juste que j'ai pris mes petites habitudes de manière à dessiner les choses à peu près tout le temps de la même manière. Ah, autre petite remarque, j'y ai pas pensé. Alors moi, je mets des couleurs pour que ça se voit bien jusqu'au fond. Et bien évidemment, vous pouvez tout dessiner en bleu, tout dessiner en noir. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire un noyau vert et puis des électrons rouges. Oui. Alors, moi, quand je dessine à la main, je fais ça. Oui. Puis après, je fais ma couche K, ma couche L. Enfin, ça dépend de ce que j'ai à faire. Oui. Donc, j'y vais vraiment le plus rapide possible parce que c'est pas vraiment important. Le noyau, on sait vraiment pas comment ça marche. Enfin, sinon, c'est un petit peu. Ça va, tout le monde a pris mon lithium? Ah, vous verrez, c'est amusant le lithium. On fera ça février. Passons au suivant. Le suivant, c'est l'atome de beryllium.
Donc le beryllium, avec un A égale à 8, mais surtout un Z égale à 4. Celui-là aussi, je vais vous demander de le dessiner. Quoique non. Hop. Le carbone sera peut-être plus pratique. Z égale à 4, j'ai 4 électrons. Alors, regardez par ici. Laissez tomber. C'est important que vous regardiez pour que vous sachiez faire. 4 électrons. Le premier et le deuxième, moi je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Finalement, le troisième électron, c'est le même que celui de l'atome de lithium. Et maintenant, j'en ai un quatrième à mettre. Le quatrième, c'est clair, il est sur cette orbitale-là. Mais la question qui se pose, c'est la même qu'ici. Est-ce que mon quatrième, il est tout seul, ou est-ce que mon quatrième, il vient à côté? Et la réponse, effectivement, c'est tout seul. Voilà. Parce que la cinquième règle de Pauli vous dit que la première moitié des électrons est présente toute seule. Or, dans ma couche L, on l'a vu tout à l'heure, la couche L, au maximum, je peux mettre 8 électrons. La cinquième règle de Pauli vous dit que si dans la couche L, je peux mettre au maximum 8 électrons, les 4 premiers sont célibataires et les 4 suivants vont venir faire des doublés. Donc les 4 premiers électrons sont célibataires. Ici, ce sera que le deuxième électron de la couche L. Donc moi, j'ai pris l'habitude de le dessiner là. Et puis là, je mettrai le troisième, puis là, je mettrai le quatrième. Ça fait un truc qui est à peu près réglé comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans la physique, mais c'est un peu l'idée. Oui. Les 4 derniers, en fait, on ne les mettra pas par deux. Les 4 derniers, ils viendront se coller à ceux qui sont déjà là pour faire des doublés. On va le voir après avec l'atome d'azote et d'oxygène. Voilà, donc celui-là, ce n'était pas une obligation de le mettre. Je vais mettre de côté l'atome de bord et je passe tout de suite au carbone. L'atome de carbone, alors, il n'y a pas d'atome qui soit plus important que les autres. Un atome, c'est un atome. Mais l'atome de carbone, par contre, il est excessivement important pour nous. C'est-à-dire que c'est lui qui est à la base de toutes les molécules qui nous servent à vivre. Le fameux ADN, c'est structuré sur les carbones. La nourriture que l'on mange avec les protéines, le gras, etc., c'est structuré sur des atomes de carbone. Cet atome de carbone-là a une très grande importance dans notre fonctionnement. Et celui que j'ai pris, c'est C612. C'est-à-dire que Z est égal à 6, il y a donc 6 électrons. Alors, je termine, et puis je vous donne la parole. Alors, monsieur Richard, oui. Oui, c'est ça. Et le carbone 14, par rapport au carbone 12 qui est ici, ça veut dire qu'il y a 2 neutrons en plus dans le noyau. Voilà. Et ça en fait un atome qui est radioactif. Donc on verra un petit peu de radioactivité à la fin de l'année, mais vraiment un petit peu. J'ai donc 6 électrons à placer. Première remarque, je suis tranquille, c'est avec la couche A et la couche L. Pardon, la couche K et la couche L. Parce que sur la couche K, on a vu qu'on pouvait mettre 2 électrons maximum, et sur la couche L, je peux en mettre 8. Donc finalement, ces deux orbitales-là, ça peut contenir au total 10 électrons. Là, j'en ai que 6. Donc, ça va devenir une habitude, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier, il va au plus proche du noyau sur la couche K. Le deuxième, il va à côté du premier. Donc celui-là, par contre, il faut le dessiner. Mais attendez, je vous montre, puis après vous le dessinez. Et il me reste encore 4 électrons à mettre. 4 électrons à mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La cinquième règle de Pauli vous dit que les 4 premiers électrons de cette couche N, correspondant à la première moitié d'électrons, ces 4 premiers électrons sont célibataires. Donc moi, j'ai pris l'habitude de les dessiner. Le premier, le deuxième, on retrouve l'atome de beryllium, le troisième et le quatrième ici. Bien séparés les uns des autres. Et là, j'ai bien mes 6 électrons avec 4 électrons célibataires et un double électronique sur la couche K. Des questions sur cette partie-là? Une fois qu'on a bien compris comment les choses s'articulent, en tout cas vos camarades des années précédentes, quand il y avait des trucs comme ça à faire en contrôle, ils étaient plutôt contents. Et donc je suppose que ce sera votre cas à vous aussi. Ah, pardon. Oui, mademoiselle Leclerc?
À cause de la deuxième règle de Pauli, qui vous dit, la deuxième règle de Pauli, que les électrons vont toujours chercher à aller le plus proche possible du noyau. Donc, tant qu'il y a de la place dans une orbitale, je remplis. Et je remplis toujours le plus proche du noyau possible. Donc là, j'ai commencé à remplir ici, parce que là, c'est plein. On a vu que là, c'était plein avec 2. J'ai mis les 2, c'est plein, je ne peux plus rien mettre ici. Donc les suivants, ils vont venir ici, jusqu'à ce que ce soit rempli. Autrement dit, jusqu'à ce que j'en ai 8. Et quand j'en aurai 8 ici, ben, je continuerai comme ça. D'autres questions? Non? Alors, c'est bon, tout le monde a pris? Passons maintenant à un autre atome très important, l'atome d'azote. Ah, vous connaissez parce que la molécule d'azote représente 80% des molécules contenues dans l'air. L'atome d'azote, avec Z égale à 7. Il y a donc 7 électrons. Alors l'atome d'azote, oui, il va falloir le dessiner aussi. Alors, attention à un petit piège, mais un piège de raisonnement, qui n'est pas un piège de compréhension de quelque part, mais un piège de raisonnement. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de dessiner les atomes les uns à la suite des autres. Donc quelque part, on pourrait se dire, bon, bah, l'atome d'azote, c'est facile, c'est le carbone plus 1. Ce qui est vrai. Mais ce qui n'est vrai que parce qu'on vient de dessiner le carbone. Dans les exercices ou dans les contrôles, les premiers atomes, vous ne les dessinerez pas. Vous en dessinerez 2 ou 3 qui seront différents les uns des autres. Ouais. Donc, il faut à chaque fois dessiner un atome comme si c'était le seul qu'on a dessiné pour bien comprendre les règles de Pauli. C'est pour ça qu'ici, je ne vais pas vous dire que l'atome d'azote, c'est l'atome de carbone plus un électron. Je vais prendre l'atome d'azote, il a 7 électrons, je regarde comment ces 7 électrons se répartissent. Alors, après, 7 électrons, deuxième règle de Pauli, les électrons vont toujours le plus proche possible du noyau. Donc le premier électron de l'atome d'azote, il va sur la couche K. Le deuxième électron de l'atome d'azote, il va aussi sur la couche K pour former un doublet comme on a fait tout à l'heure. J'ai 7 électrons, j'en ai déjà placé 2, il m'en reste 5. La couche L étant complète avec 8 électrons, c'est bon, je vais tout mettre là-dedans. Et donc, deuxième règle de Pauli, toujours pareil, les électrons vont au plus proche possible du noyau, mais la couche K étant pleine, je les mets sur la couche L. Premier électron, il est comme ceci, deuxième électron comme ceci, troisième comme ceci, quatrième comme ceci, parce que, comme je vous l'ai dit, la cinquième règle de Pauli vous dit que les 4 premiers électrons sont célibataires. Et là, j'ai 6 électrons. J'en ai un 7e à mettre. Et la cinquième règle de Pauli vous dit que, une fois que j'ai placé mes électrons célibataires, tous ceux que je vais rajouter vont servir à faire des doublés. C'est-à-dire que le 5e électron que je place sur la couche L, je vais le placer à côté du premier. Comme j'ai placé celui-là à côté de celui-là. Donc mon 5e électron, la deuxième moitié des électrons, va me servir à faire des doublés. Vous me le dessinez celui-là? Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça va? C'est bon, tout le monde a fini? Alors, je passe au suivant. L'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, O816, c'est-à-dire qu'il a 8 électrons à placer. Celui-là, c'est pas la peine de le dessiner. 8 électrons, pareil, deuxième règle de Pauli, le premier vient ici, cinquième règle de Pauli, le deuxième vient là. Quelque part, je pourrais dire troisième règle de Pauli, je commence à mettre un électron sur la couche L que quand la couche K est complète.
Les 4 premiers électrons de la couche L sont célibataires. Et là, j'ai placé 6 électrons. Il m'en reste 2. Les 2 électrons qui sont ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'atome d'azote, vont servir à fabriquer des doubles électroniques. C'est la deuxième moitié des électrons. Autrement dit, mon 7e électron qui vient à côté du premier, mon 8e électron vient à côté du second. Et je vais continuer sous cette forme-là. D'accord pour mon atome d'oxygène? Donc je passe au suivant, l'atome de néon. Alors lui, je vais vous demander de le dessiner. Ah, j'ai pris 21. Donc, avec un nombre d'électrons qui est égal à 10, parce que l'atome de néon, c'est la fin d'une logique. Donc regardez par ici. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour le dessiner. Mais là, je pense que vous commencez à voir un petit peu le système. 10 électrons à placer. Le premier au plus proche du noyau. Le deuxième vient faire le doublé de la couche K. Le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, c'est les 4 premiers de la couche L. Donc c'est 4 célibataires. J'en ai 6, il me reste 4 électrons. 4 électrons, j'ai de la place pour ces 4 électrons-là. Donc, le cinquième de la couche vient à côté du premier, le sixième de la couche L vient à côté du deuxième, le septième à côté du troisième et le huitième à côté du quatrième. Et je parle du fin logique, pourquoi? Parce que maintenant, dans ma couche L, j'ai 8 électrons. Elle est donc complète. Ça va, tout le monde y est? C'est bon? Je pense que vous devinez ce qui va se passer pour les atomes suivants. Voilà. La deuxième orbitale étant complète, la première étant complète, les électrons vont aller sur la troisième orbitale. C'est l'atome suivant, c'est pas la peine de le prendre celui-là. C'est l'atome de sodium. C'est nickel, le 23. Donc l'atome de sodium, 11, 23. J'ai donc un numéro atomique qui est égal à 11, c'est-à-dire que j'ai 11 protons, mais surtout j'ai 11 électrons à placer. 11 électrons, pareil. Le premier va au plus proche du noyau sur la couche A, le deuxième va à côté sur la couche K. Mes 4 premiers électrons qui vont aller sur la couche L, qui sont 4 premiers célibataires. La deuxième partie de la couche L, qui vont former les 4 électrons nécessaires pour faire des doublés. Et là, je suis à 10 électrons. Troisième règle de Pauli, quand une couche est complète, je vais mettre des électrons sur la couche d'après. Mon 11e électron est là. Et quelque part, je dirais, je repars pour un tour de méthode. Jusqu'à là, s'il y a des questions? Non, ça va, c'est assez logique. Passons au suivant. Le suivant, c'est l'atome de silicium. Donc, vous connaissez maintenant, je vais aller un peu plus vite. Dans l'idée, l'atome de silicium, Z égale 14, j'ai 14 électrons. Le premier et le deuxième sur la couche K, les 4 premiers célibataires sur la couche L, et les 4 suivants de couche L, qui vont permettre de faire des doublés. Moi, quand je dessine pas comme ça. Hein. Quand je dessine mon atome, je dessine comme ça. Et la couche L, je la dessine comme ça directement. Pourquoi je la dessine directement? Parce que je sais qu'entre K et L, je mets 10 atomes. Et donc, quand j'ai 4, pardon, je mets 10 électrons. Et donc, quand j'ai 14 électrons, je sais que mes couches K et L sont complètes. Et par définition, une orbitale complète, c'est que des doublés. Donc, je dessine directement les doublés. Il me reste 4 électrons à placer.
4 électrons à placer, ils vont être célibataires. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Attention, maintenant je complique. L'atome d'argon. L'atome d'argon avec ses 18 électrons. Celui-là, vous allez me le dessiner. Mais auparavant, regardez bien parce que celui-là, il est comme les atomes de phosphore, de chlore, de soufre. Il est plus compliqué. Regardez par ici. Premier électron, deuxième électron sur la couche K, ça commence à devenir une habitude. J'ai 18 électrons, je sais que la couche L va être complète. Donc, les 4 premiers célibataires, les 4 suivants qui sont des doublés. Il me reste 8 électrons. Et là, la première idée, c'est de dire, il me reste 8 électrons. Mais la couche M, c'est la couche 3. On a calculé tout à l'heure que la couche M était pleine à 18 électrons. La moitié de 18, ça fait 9. Donc, si je ne fais pas attention et que je ne lis pas mes règles de Pauli jusqu'au bout, 8 électrons, c'est plus petit que 9, j'ai que des célibataires. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'après la troisième règle de Pauli, il y a la quatrième règle de Pauli. Et la quatrième règle de Pauli, elle prend le pas sur toutes les autres. La quatrième règle de Pauli vous dit que la couche périphérique, quelle qu'elle soit, ne contiendra jamais plus de 8 électrons. Jusqu'à présent, je ne m'en suis pas préoccupé. Parce que la couche A et la couche L, de toute manière, elles avaient 2 et 8 électrons maximum. Donc pour la couche K et la couche L, la quatrième règle de Pauli ne sert à rien. J'avais déjà 8 électrons maximum. Mais dans le cas de la couche M, ça va changer. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la couche périphérique? Ça, je vous ai fait noter la définition. La couche périphérique, c'est la couche la plus éloignée du noyau qui contient quand même des électrons. Et donc, comme ici, j'ai une capacité de 18 électrons, c'est clair, mes 8 électrons, je vais les mettre. Donc, la couche M va bien être la couche la plus éloignée du noyau dans laquelle il y aura des électrons. Il y aura une couche N ici, qui est encore plus éloignée de la couche M. Mais cette couche N, il n'y aura pas d'électrons. Donc, ce ne sera pas la couche périphérique. Ouais, si la couche périphérique c'était la plus éloignée du noyau, c'est pas compliqué, ce sera la 22 puis point barre. Mais là, en fait, c'est la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Donc, ma couche M devient une couche périphérique. Et donc, la quatrième règle de Pauli vous dit que la capacité maximale de la couche périphérique, c'est 8. Et donc, si la capacité maximale de la couche périphérique, c'est 8, ça veut dire que la moitié de sa capacité, c'est 4. Autrement dit, sur ma couche M telle qu'elle est là, je vais avoir 4 premiers électrons qui sont célibataires. Ça ne pose pas de problème, c'est ce qu'on a vu avec le silicium. Mais voilà, j'ai rempli la moitié de ma capacité de la couche M. Cher ami, puis après je vous réponds à votre question. Autrement dit, mon 5e électron, il est le premier de la deuxième moitié. Mon 5e électron, il va venir là pour faire un doublé électronique. Et puis mon 6e électron, mon 7e et mon 8e. Et donc là, effectivement, ma couche M n'est pas complète. Il n'y en a que 8 sur les 18. Mais en tant que couche périphérique, elle est complète, point, c'est terminé. Et donc, la règle des 2 x carrés s'applique à toutes les orbitales, sauf la couche périphérique. Oui? On y arrive. On y arrive et ça va être compliqué. Hein? Ça va être encore plus compliqué, si je puis dire. Première chose qui est importante, notre cours s'arrête là. Enfin, notre cours s'arrête là. Le programme du cours s'arrête là. C'est-à-dire que je ne vous demanderai jamais de dessiner un atome avec 26 électrons ou 35 électrons, etc. Vous aurez celui-là comme atome qui contient le plus d'électrons.
Donc dans les exercices, ce sera entre 1 et 18 électrons, pas plus. Je vais vous montrer le 19e électron et vous expliquer un petit peu la suite, mais je ne vous le demanderai jamais en devoir. C'est bon, tout le monde a fini de dessiner? Alors l'atome suivant, c'est le potassium. Avec un numéro atomique égal à 19, j'ai donc 19 électrons. Je vous fais le dessin à la main, comme ça vous permettra de voir ce que j'attends de vous en contrôle. Donc, le noyau, j'ai 19 électrons, je sais que j'en ai avoir 2 sur la couche K. Je sais que j'en ai avoir 8 sur la couche L. Et il m'en reste 9 à dessiner. 9 à dessiner, ça veut dire que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ne le dessinez pas. Ne le dessinez pas pour l'instant. Finalement, c'est la même chose que ça. Sauf que j'ai un 19e électron à mettre. Troisième règle de Pauli, je mets un électron sur une couche que quand les précédentes sont complètes. Quatrième règle de Pauli, la couche périphérique, quelle qu'elle soit, ne contiendra qu'au maximum 8 électrons. Bref, ma couche M, même si c'est surprenant, en tant que couche périphérique, elle est complète. Si elle est complète, le 19e électron, c'est clair. Et voilà, vous avez deviné. Du coup, la couche M n'est pas une couche périphérique. Donc, si ce n'est pas la couche périphérique, la couche M, c'est la couche M, entre guillemets, normale, avec une capacité de 18 électrons. Donc, avec 9 premiers électrons qui sont célibataires. Bref, ça, c'est faux. Ma couche M, en tant que couche normale, sera complète à 18 électrons. Et donc, comme elle est complète à 18 électrons, je vais avoir 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais donc avoir 8 électrons célibataires. Après, derrière, il y en a certains qui peuvent se dire « Ouais, mais alors du coup, il y a de la place. » Donc lui, il va redescendre. Mais si lui, il redescend, ben, la couche M devient périphérique, donc elle le fait remonter. Vous voyez? Donc en fait, l'atome de potassium, quand on regarde comment il est comme ceci, 8 électrons célibataires et un électron ici. Et donc, je termine sur l'idée, pour pouvoir poursuivre, l'atome de calcium avec ses 20 électrons, ben le 20e électron, il va se mettre ici, pour avoir 9 électrons célibataires. Après, l'atome de scandium avec ses 21 électrons, ben le 21e électron, il va venir ici. Scandium, titane, 22, vanadium, etc. Chrome, manganèse, ferrite. Et donc, ensuite, tous les électrons que je vais avoir en plus vont remplir cette couche-là. Et une fois que j'aurai une couche M à 18 électrons, je vais commencer à mettre des électrons sur la couche N. Mais tant que je n'ai pas fini de remplir la couche M, c'est ça la troisième règle de Pauli, tant que je n'ai pas fini de remplir ma couche M, je ne mets rien sur la couche N. C'est pour ça que le tableau périodique a cette forme-là. Tous ceux qui sont ici, c'est ceux où la couche M n'est pas complète. On remplit la couche M. Et puis dès qu'on arrive ici, on se retrouve avec une méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on commence à remplir la couche N. Oui. Bon, après, ici, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a 2 imbrications. Enfin bref, on verra ça un petit peu en fin d'année. Voilà. Alors, vous ne focalisez pas là-dessus, puisque je vous l'ai dit, celui-là, en contrôle, je ne vous le demanderai pas. Maximum,
jusqu'à là. Autrement dit, les 3 premières couches. Ce qui fait que dans certains bouquins, on vous le dit carrément, la couche M est complète avec 8 électrons. Ils ne s'emmerdent vraiment pas, ils trichent quoi, quelque part. Puisque dans le programme, on s'arrête là et que, oui, en s'arrêtant là, de toute manière, la couche M est complète avec 8 en tant que couche périphérique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde saura refaire? Application. Donc, application. On étudie les atomes. On étudie les atomes. De bord, B510, je vous les mets au tableau. On étudie les atomes de bord, de fluor, d'aluminium, et on termine avec tiens, le soufre. Et de soufre. Je pense que ça se voit suffisamment du fond. Donc on étudie les atomes de bore, de fluor, d'aluminium et de soufre. Première question. Donnez la composition. Première question. Oui. Ah, c'est un L. C'est un L. Alors c'est un L minuscule. Ah oui, c'est parce que vous l'avez pris pour un P. Ouais, pas sûr que ça change grand-chose. Donc Al. Donc aluminium. Et on est bien d'accord ici, c'est un 13. Donc je répète, première question, donner la composition de chacun de ces atomes. Et deuxième question, première question, donner la composition de chacun de ces atomes. Et deuxième question, représenter la structure électronique. Représenter la structure électronique de chacun de ces atomes. Représenter la structure électronique de chacun de ces atomes. Donner la composition de chacun de ces atomes. Deuxièmement, représenter la structure électronique de chacun de ces atomes. Après, on pourra compléter avec les exercices qu'on a fait dans le paragraphe précédent, calculer la masse d'un atome, etc. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Attention, je vous rappelle que quand je veux la composition, je veux nombre de protons, nombre d'électrons, nombre de neutrons. Pas seulement les électrons. Puis une fois que vous avez le nombre d'électrons, vous en servez pour la question 2. Allez, c'est parti.
Alors après, il y a deux manières de faire les parties. Soit c'est le bord, qui compte le nombre de protons, de neutrons, d'électrons, comme le nombre d'électrons qui compte le fait de ça, soit je fais d'abord la composition, et en deuxième question, je fais les deux. Là, je vous laisse encore 2-3 minutes pour raconter deux. Bon, allez, je corrige. Alors, regardez par ici. Je sais que vous n'avez pas fini, mais je vais vous laisser de toute manière finir les autres. Mais je vais vous montrer aussi d'autres choses. Hein. Donc, il est important, même si vous avez fait tout à fait juste l'atome de bord, que vous regardiez. Alors, il y en a certains qui l'ont fait sous cette forme-là, et puis vos camarades des années précédentes, c'était ça aussi. Quand je pose les questions, premièrement, donner la composition de chacun des atomes, deuxièmement, dessiner la structure électronique, il y en a qui le faisaient de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'atome de bord, ils prenaient la composition et ils dessinaient l'atome de bord. L'atome de fluor, ils faisaient la composition et dessinaient. En fait, dans un contrôle, que vous fassiez sous cette forme-là ou que vous respectiez les questions, de toute manière, moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait les deux. Donc, je vais faire avec la deuxième méthode. L'atome de bord, B5,10, ça veut dire que A est égal à 10 et Z est égal à 5. Et donc, vous vous souvenez, n'oubliez pas de mettre les formules, à savoir que le nombre de protons est égal à Z, ça fait 5. Le nombre d'électrons, donc soit vous mettez qui est égal à Z, soit vous mettez qui est égal au nombre de protons, de toute manière, ça revient au même. N'oubliez pas pour le nombre de neutrons de bien écrire A moins Z, la formule, et ensuite 10 moins 5, ça fait 5.
Pour ça, vous me l'avez fait, donc soit avec les formules, soit sans les formules, mais vous l'avez fait. Je vais vous demander de faire attention au dessin. Oui. Alors là, vous avez vu que je ne l'ai pas écrit. Alors que quand il y a besoin de le mettre, je le mets systématiquement au tableau. Donc ça, c'est pratiquement la seule question, effectivement, où il n'y a pas besoin de marquer on applique la relation. Ceci dit, la deuxième question avec la structure électronique, il n'y a pas besoin de marquer non plus on applique la relation, puisque c'est un dessin. Alors, c'est là où je vais vous demander de regarder. Le dessin de la structure électronique. J'ai 5 électrons. 5 électrons, je pense que ça va bien, ça c'est clair pour la couche K. La couche K, je mets le premier électron, je mets le deuxième électron. Finalement, il n'y a qu'un seul atome qui a une couche K différente des autres, c'est l'atome d'hydrogène. Tous les autres, c'est représenté pareil. Là où je vais demander de bien faire attention, et c'est pour ça que moi je sépare bien les électrons les uns des autres, c'est que j'ai eu une année, pas si vieille que ça, un élève qui dit, bon, il me reste 3 électrons à placer. Il n'avait pas appris son cours. Il se souvenait vaguement qu'il y avait des électrons qui allaient par 2, et puis d'autres qui étaient tout seuls. Mais il ne savait pas son cours, donc il ne savait pas la règle. Et, comme beaucoup d'élèves de ce type-là, il a essayé de me bricoler un truc en espérant qu'il aurait tous les points. Et il m'a bricolé ça. Parce qu'il se souvenait que j'avais dit que les électrons ils bougeaient sans arrêt, qu'on ne savait pas trop où ils étaient, qu'on pouvait les dessiner comme on voulait. Et dans sa tête, parce qu'il était honnête quand même, il m'a expliqué son truc, même si je lui ai mis 0. Dans sa tête, c'était ça l'idée. C'était de dire que, bah, regardez monsieur, ils sont à côté l'un de l'autre, hein. Donc ça forme un doublé. Il fallait mettre un doublé. Ou alors, regardez monsieur, je vais quand même dessiner les uns loin des autres. Donc ils sont bien célibataires. Donc il a bricolé son truc, parce que bah, il ne savait pas son cours, et il essaie de jouer sur les deux. Bon, il a eu 0 sur cette question, c'est normal. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que, justement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand ils sont tout seuls, ils sont vraiment éloignés les uns des autres, et quand ils sont par deux, ils sont vraiment très proches les uns des autres. C'est pour ça que je vous ai dessiné les choses, bah, comme vous l'avez vu sur les exemples précédents. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette habitude de mettre les électrons à des positions, bah, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu une boussole, nord, sud, est, ouest, hein, ou éventuellement avec une montre à aiguille, midi, 3h, 6h, 9h. Quoi. Voilà. Donc quand je mets mes électrons célibataires, ils sont franchement célibataires, comme ça, il n'y a pas de problème. Me faites pas comme j'ai vu une fois et j'étais embêté parce que c'était à ce moment-là, la personne était de bonne foi, c'était ça. Ouais. Je ne sais pas si M. Sochet ou Mlle Posco le voit, mais voilà, le dessin, c'était ça. La personne ne voulait pas trop s'embêter à faire des électrons un peu trop gros, donc, de toute manière, par nature, cette personne-là, dont je me souviens, écrivait petit. Donc, il y avait des petits points. Mais moi qui corrige, les petits points, je ne les vois pas bien. Hein. Donc, pareil, quand on fait un électron, on fait un électron. Donc, on montre qu'il y a des électrons. Ce n'est pas juste un petit point, un vague, etc. Voilà. C'est bien sûr qu'un électron, il fait moins de 10 puissance moins 20 mètres. Alors, c'est sûr que quand on le représente comme ça, c'est pas très très bon. Il a presque la même taille que le noyau. Mais, voilà. Au niveau graphique, essayez de bien marquer les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et on va s'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas fini, bah, vous finissez ça pour demain. Hein, et puis on corrigera. Pour votre prochain devoir, vu le contexte, j'attends de savoir un petit peu comment les choses vont se passer. Et si effectivement on reprend les cours normalement comme prévu, c'est-à-dire le 22 ou 23 janvier. Mais voilà, les 2 premières semaines, il n'y aura pas de contrôle, même si on aurait dû.